Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez intense, je trouve. On va plonger dans les textes du psychanalyste Jorma Tahaka. Bonjour. On va essayer de comprendre quelque chose de vertigineux. Comment un traumatisme peut littéralement faire voler en éclats notre sentiment d'être une seule et même personne. C'est exactement ça. Et ce qui est vraiment puissant avec cette approche, c'est qu'elle ne concerne pas que des cas cliniques extrêmes, loin de là. Ah bon? En fait, on parle de dynamiques internes que beaucoup de gens peuvent reconnaître chez eux, mais de manière plus atténuée. D'accord. L'idée centrale, elle est à la fois simple et radicale. Un traumatisme, c'est pas juste un mauvais souvenir. C'est une force active qui peut nous fracturer en plusieurs états qui, souvent, ne communiquent pas entre eux. Le mot fracture est fort. Alors, essayons de décortiquer ça. Si on imagine la personnalité comme une sorte d'équipe forcée de cohabiter après un choc, qui sont les membres de cette équipe? C'est une très bonne image. En gros, les textes identifient trois grands acteurs sur cette scène intérieure. D'accord. D'abord, il y a ce que Tahaka appelle le moi développemental. Le moi développemental. Oui, c'est la partie de la personnalité qui correspond à notre âge, celle qui aspire à une vie d'adulte qui fonctionne. La partie compétente qui va au travail, qui paye ses factures. Voilà, la partie rationnelle. Mais elle peut être très facilement mise de côté par les autres. J'imagine qu'elle n'est pas seule alors. Non, loin de là. À côté, il y a le moi victime. C'est un état qui est comme bloqué dans le passé. Ah, Il cherche sans cesse et de manière inconsciente à obtenir ce qui lui a manqué dans l'enfance, à être dédommagé pour tout ce qu'il a subi. une quête de réparation sans fin en quelque sorte. Et le troisième? Le troisième, c'est le moi dominateur. D'accord. Lui, il naît de l'identification à l'agresseur, ou en tout cas à la source du traumatisme. Attendez, ça veut dire que ces trois personnages peuvent prendre le contrôle à tour de rôle. C'est le cœur du problème, exactement. Un de ces états non intégrés peut dominer la conscience et éjecter temporellement le moi développemental. Et la personne agit alors complètement depuis la perspective de cet état-là. Oui, et souvent sans même comprendre pourquoi. Après coup, elle peut avoir l'impression que ce n'était pas vraiment elle qui agissait. C'est terrifiant. Ce moi victime, en particulier, ça semble être une force, à la fois fascinante et terriblement destructrice. Quelles sont ses caractéristiques? Elles sont très précises. D'abord, pour lui, les responsabilités de la vie d'adulte sont vécues comme une injustice. Le travail, les engagements, c'est un fardeau. D'accord. Ensuite, il manipule les autres. Il est passé maître dans l'art de susciter la pitié, la culpabilité. Pour obtenir des bénéfices sans rien donner en retour. C'est ça. Et il ressent une envie très destructrice envers les gens qui semblent bien s'en sortir, profiter de la vie. Il n'y a donc jamais de vraie reconnaissance. Jamais. Parce qu'aucune compensation n'est jamais suffisante. C'est un puissant fond. Mais le pire, c'est qu'il sabote les progrès de la personne elle-même. C'est-à-dire? Si le moi développemental commence une formation, trouve un bon emploi, une relation saine, le moi victime va tout faire pour détruire ça. Comment? Par une dépression soudaine, un abus d'alcool, n'importe quel comportement autodestructeur qui ramène la situation au chaos. Il ne supporte pas la réussite en fait. La réussite de l'adulte signifierait sa propre disparition. La source utilise une analogie qui est glaçante, celle du coucou dans la personnalité. Ah oui, elle est parfaite. Le coucou pond son œuf dans le nid d'un autre oiseau. Et son oisillon, une fois né, pousse les autres hors du nid pour être le seul nourri. C'est exactement le mécanisme. Plus on nourrit le moi victime avec de la pitié et de l'attention, plus il prend de place jusqu'à évincer le moi développemental. Donc soutenir cette partie victime, c'est contre-productif. C'est le piège. Le soutien doit aller au moi développemental. C'est lui qui est reconnaissant et qui veut grandir. Le moi victime est un ennemi de cette croissance. Il y a un exemple concret qui est mentionné dans les textes sur les émeutes de Londres en 2011. Oui, celui d'un travailleur social, un homme parfaitement intégré, qui participe au pillage. Il se rend ensuite à la police en disant qu'il ne comprend pas ce qui l'a envahi. C'est une illustration parfaite de ce basculement soudain. Tout à fait. Son moi développemental, responsable, adulte, a été complètement éclipsé par la cupidité destructrice de ce moi victime qui se dit « c'est mon tour de prendre ». D'accord. Donc, d'un côté, on a ce moi victime qui se sent inférieur, lésé. Mais qu'en est-il du moi dominateur? C'est le revers de la médaille. C'est exactement le revers de la médaille. Il naît de l'identification à l'agresseur pour survivre au traumatisme. C'est un mécanisme de défense, donc. Oui, un mécanisme qui devient une agression. Cet état du moi, lui, se sent supérieur et tout-puissant. Et il fait quoi de tous les sentiments d'infériorité du moi victime? Il les projette sur les autres. Ce sont les autres qui deviennent méprisables, mauvais, faibles. C'est une façon de se purger de ce qui est insupportable en soi.
Une personne qui a été harcelée peut donc devenir harceleur quand ce moi dominateur est actif? Précisément, les sources indiquent que c'est un arrière-plan psychologique très courant pour le harcèlement ou le racisme. Et le plus fou, c'est que la même personne peut alterner entre les deux. Oui, et parfois en l'espace de quelques secondes, passer de victime absolue à bourreau. Les deux sont les facettes de la même blessure traumatique. J'ose à peine imaginer les conséquences dans un contexte familial. Pour un enfant, ça doit être... C'est un environnement profondément chaotique et insécurisant. Souvent, le parent va parentifier l'enfant. C'est-à-dire? Il en fait son confident, son soutien. Il inverse les rôles. C'est le « moi victime » du parent qui demande à l'enfant de prendre soin de lui. L'enfant devient le parent de son propre parent. Et ce n'est pas tout. Dominé par ce « moi victime », le parent peut entrer en compétition avec l'enfant, être jaloux, le négliger ou le blesser sous couvert de discipline. Et à l'inverse? À l'inverse, il peut projeter son propre « moi victime » sur l'enfant et le gâter à l'excès, mais en partant de ses propres besoins à lui, pas de ceux de l'enfant. Mais le pire, j'imagine, ce sont les basculements. L'imprévisibilité. C'est ce qui est le plus destructeur, oui. Un instant, le parent se confie à l'enfant comme à son meilleur ami. L'instant d'après, le moi dominateur prend le dessus et l'enfant devient la cible d'une violence, verbale ou physique, totalement imprévisible. Il y a l'exemple de cette mère. Oui, qui accuse sa fille d'être la source de tous les maux, juste après lui avoir fait des confidences. Pour un enfant, c'est une folie. Et pour les services sociaux, ça doit être très difficile à évaluer. Extrêmement. Parce que ses parents ont appris à deviner ce que les autres attendent d'eux. Ils peuvent jouer le rôle du parent idéal de manière très convaincante lors de brèves rencontres. Le chaos reste à huis clos. Exactement. Face à une complexité pareille, comment la thérapie peut-elle intervenir? Est-ce qu'il y a une approche spécifique? Oui, un des textes mentionne une technique qui s'appelle la description empathique. La description empathique, qu'est-ce que c'est? Alors l'idée, c'est que le thérapeute ne va pas chercher à interpréter. Il ne va pas dire « en fait, vous ressentez ça parce que ». D'accord. Il va plutôt essayer de se mettre à la place du patient pour verbaliser son état interne chaotique, ce que les textes nomment le moi chaotique. Donc il s'agit de mettre des mots sur le chaos, d'agir comme un miroir. C'est ça. Le but est d'aider la personne à reconnaître et à organiser ses propres sentiments, ses sensations. Le thérapeute pourrait dire quelque chose comme « c'est comme s'il y avait une partie de vous qui est terrifiée et en même temps une autre qui boudrage, et les deux sont là en même temps ». Et ça renforce la capacité d'observation du moi développemental. Exactement. On lui donne les outils pour mieux comprendre et, à terme, gérer ses autres états internes, sans être constamment submergé. Pour qu'il puisse reprendre le volant finalement. Pour qu'il puisse au moins être conscient de qui est au volant. Alors, pour résumer un peu tout ça, ce qu'on retient de ces textes, c'est que le traumatisme n'est pas juste un mauvais souvenir. Non, c'est une force qui réorganise activement la personnalité. Et qui crée un conflit interne entre une partie qui veut avancer, une autre qui reste bloquée dans le passé et une troisième qui imite l'agression subie. Oui, et je trouve que ce qui est fascinant ici, c'est que ce cadre théorique offre un langage pour décrire des expériences qui peuvent sembler indicibles, confuses. Ça permet de dépasser les simples étiquettes. Tout à fait. On analyse les dynamiques fonctionnelles à l'intérieur d'une personne plutôt que de juste la cataloguer. Et ça laisse avec une dernière pensée, une question à méditer peut-être. Je vous écoute. Les sources soulignent que des versions atténuées de ces états du moi existent chez la plupart des gens. Ça invite à une réflexion, hein. Dans les moments de stress ou de conflit, quelles facettes de notre personnalité prennent les commandes? C'est une excellente question. Est-ce qu'on agit depuis un lieu de responsabilité adulte, depuis nos griefs passés, ou depuis un besoin de dominer pour se sentir en sécurité? Et surtout, a-t-on conscience de ces glissements internes?